à Isabelle Joucan, qui est administratrice Brudède, maire de Guipel et vice-présidente à la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné, et qui va introduire donc cette rencontre, ce webinaire. Oui, eh bien bonjour à tous. Mais Guillaume, il a dit tout mon texte en fait. C'est ce que je Ouais, donc moi je suis maire de Guipel, une commune de 1800 habitants qui se trouve au nord de Rennes, maire depuis mai 2020. Et puis avant 2 mandats d'adjointe avec Christian Roger qui était administrateur chez Brudède aussi. Et donc on a adhéré à Brudède dès 2009, dès le début de notre premier mandat. Alors, Brudette, c'est quoi? C'est une association, en fait, qui a été fondée pour permettre l'échange entre les élus. Donc, c'est vraiment de la parole d'élus, en fait. C'est de pouvoir se parler entre nous de choses concrètes. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a une capitalisation de tout un tas d'expériences que les uns et les autres mènent. Alors, c'est toujours quand même dans le domaine du développement durable. On est sur un peu toutes les thématiques. Avec les chargés de mission, le conseil d'administration et le bureau regardent tout ce qui peut être mouliné à la sauce Brudède, on pourrait dire. Et donc, moi, je suis vice-présidente pour le département d'Ille-et-Vilaine. Et comme Mima et Guillaume le disaient, en fait, les animations de Brudède, elles passent beaucoup par des rencontres terrain. Donc, il y a des cycles de visites qui sont organisés tout au long de l'année. Donc, les gens peuvent s'inscrire sur la newsletter de Brudède et puis voilà, ils peuvent recevoir les infos et après ils s'inscrivent. Et donc, on passe une journée ou une demi-journée dans une commune pour visiter les différentes réalisations, discuter avec les élus qui ont porté ces projets-là, ce qui permet des fois de se dire, ah, j'ai ce projet-là, mais est-ce qu'il est faisable, est-ce qu'il ne l'est pas? Et en fait, ça nous emmène plus loin, aussi bien pour ceux qui ont réalisé que pour ceux qui vraiment sont au début des prémices de se poser les questions. Et puis, il y a aussi tout un pan de Brudette qui est la capitalisation sur le site Internet, où on peut récupérer tout un tas d'expériences. On peut aller chercher des fiches actions à droite et à gauche. Je suis désolée, je suis dans la mairie, il y a du mouvement autour de moi. Et puis la dernière chose, c'est aussi que Brudette permet de mettre en lien des élus entre eux qui ont une thématique particulière, une demande particulière. Ils peuvent en parler avec les chargés de mission qui ont chacun un secteur bien à eux. Et ce qui permet de pouvoir être mis en contact avec une collectivité ou un élu qui a eu les mêmes interrogations que soi, et ce qui permet d'aller un peu plus loin. Voilà pour ma partie. J'espère ne pas avoir été trop longue. Est-ce que Mima, tu veux que je parle d'autre chose ou... Non, je pense que c'est bien. Tu as bien résumé ce que propose Brudette. Donc moi, je propose qu'on enchaîne. Je voulais juste vous faire un petit point sur les inscrits. Alors effectivement, il nous manque du monde. Hein. Donc tu as pensé à renvoyer le lien, comme tu disais? Alors peut-être Guillaume, effectivement, peut-être ce que tu peux faire, c'est renvoyer un peu le lien. Je ne sais pas si tu peux sélectionner tous ceux qui ne sont pas là, puis renvoyer le lien au cas où. Hein, voilà. Moi, je vais couper ma vidéo. Je vais quand même essayer de vous suivre un peu, et puis je me reconnecterai autour de midi pour avoir la synthèse et vos avis sur la qualité de la présentation. Ça marche. Bonne réunion en tout cas. Merci beaucoup Isabelle. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, voilà. Donc, juste pour vous faire un petit point sur les inscrits, on avait 24 personnes inscrites, donc une vingtaine de collectivités. Alors, vous voyez qu'il nous en manque, mais voilà, peut-être ils nous rejoindront, pardon, excusez-moi, le programme de cette matinée. Donc, on a 2 témoignages, un premier temps de témoignage avec les élus de la commune de Saint-Ganton qui vont nous présenter le projet éolien citoyen de leur commune. Ensuite, on passera la main à Éric Bréhin, qui est donc adjoint à Trémargat et VP à l'environnement à la Comcom du Kreisbreise, qui nous présentera leur projet, c'est-à-dire la création de la société de projet qui permet d'accompagner les projets éoliens de territoire. Suite à ces 2 témoignages, donc à la suite de chacun de ces 2 témoignages, il y aura un petit temps de questions pour expliciter voilà, ces présentations. Puis, on passera la main à Amandine du réseau Taranis qui nous fera un point un peu méthodologique de rappel des étapes et la chronologie d'un projet éolien citoyen de territoire pour voir un peu les clés pour que ça se passe bien. Et puis, un dernier temps d'échange libre entre les participants. Si vous avez des questions, si voilà, vous voulez partager la situation de votre territoire, les questionnements que vous avez,
sachant que voilà, on sera dans la salle plus pour échanger, pour que chacun puisse apporter un retour et peut-être un regard au vu de son expérience. On n'est pas forcément en tant qu'expert du sujet, on sera plus en tant que partage d'expérience. Donc voilà, si vous êtes prêts au niveau de Saint-Ganton, eh ben, je vous propose de prendre la main et de nous présenter du coup le projet du parc éolien citoyen de votre commune. Voilà, donc c'est moi qui vais commencer, Marc. Bonjour à tous déjà, donc Fabienne Cotet, maire de Saint-Ganton. Donc moi, je suis élue à Saint-Ganton depuis 2008 et nouvellement élue maire aux élections dernières en 2020. Donc Saint-Ganton, petite commune de 430 habitants, située entre Rennes et Redon. Où à Saint-Ganton, on a quand même une école communale qui accueille à peu près 90 élèves. On a également 3 commerces en centre-bourg et 3 artisans. On a aussi une dynamique assez forte au niveau des associations puisqu'on a 11 associations. Voilà, une dynamique et une implication territoriale forte, ça on y tient à Saint-Ganton. On est depuis très longtemps avec l'ancien maire Bernard Gefflot, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà rencontré puisqu'il a été maire très longtemps sur Saint-Ganton, une dynamique très forte et un besoin d'impliquer les habitants dans tous nos projets en fait. Donc c'est déjà ce qui s'est passé avec la création de l'école communale qui a été créée en 2012. Donc c'est un projet qui a été porté par les parents et les élus. On participe aujourd'hui à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, donc avec la commune de Pipriac, commune voisine, et on participe aussi à l'expérimentation des transitions énergétiques et sociétales. Donc voilà, une dynamique forte, comme je vous dis, et une envie très particulière d'impliquer les habitants dans tous nos projets, en fait. Donc ça a été le cas également pour le projet de notre parc éolien citoyen. Ça a commencé avec Pipriac Communauté, puisqu'en 2010, nous étions avec Pipriac Communauté. Ils ont fait des études pour une éventuelle implantation d'une ZDE, donc une zone de développement éolien. Et il se trouve que Saint-Ganton faisait partie des sites sur les différentes communes de Pipriac Communauté qui pouvaient accueillir une ZDE. Les élus de Saint-Ganton ont voté en septembre 2010 cette création de la ZDE à Saint-Ganton. Et depuis 2010, entre 2010 et 2014, on a pas mal réfléchi. Alors, entre-temps, à Saint-Ganton, il y avait aussi la création de l'école. Donc, c'est vrai que l'éolien a mis un petit peu de temps à voir le jour après dans nos différentes études. Il faut savoir quand même qu'en 2010, quand Saint-Ganton a voté cette zone ZDE là à Saint-Ganton, il y a eu des démarchages d'opérateurs éoliens qui ont commencé à démarcher les propriétaires de cette zone identifiée. Et donc le maire de l'époque a tout de suite stoppé cet opérateur en écrivant aux habitants et en leur disant attention, Saint-Ganton est déjà dans une étude de parc éolien mais citoyen, donc attention, ne signez pas n'importe quoi. Et donc voilà, donc c'est un courrier qui a été envoyé à tous les propriétaires et donc du coup aucun propriétaire n'a signé avec cet opérateur et heureusement. Donc voilà, donc en 2014, nouvelle équipe, donc nouvelle élection, le maire est réélu et donc dans sa profession de foi, il met la création d'un parc éolien à Saint-Ganton, clairement affiché aux habitants. De 2014 à 2018, le projet a été porté donc par la municipalité avec une commission extra-communale. Et donc là, pendant toutes ces années, on a eu l'aide énergie citoyenne en Pays de Vilaine. Donc là où on nous a apporté des aides juridiques, des aspects techniques, administratifs et financiers. Voilà, c'est un projet qu'on ne se lance pas comme ça tout seul. On n'y connaissait rien du tout, donc il nous fallait absolument une aide. Et donc EPV, enfin Énergie citoyenne en Pays de Vilaine maintenant, nous a épaulés depuis le début, en fait, depuis 2014. Donc voilà, la commune a joué son rôle entre 2014 et 2018 quand même sur aller chercher l'accord des propriétaires fonciers pour toute cette zone identifiée, donc avec des signatures de promesses de bail. Si je ne me trompe pas, on a entre 17 et 18 propriétaires.
Et donc, alors, on n'a pas réussi à faire signer nos promesses de bail sur la totalité de la zone identifiée, mais les propriétaires qui ont signé, ça nous permet de poser nos éoliennes sans souci particulier. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, la commune ne pouvait pas continuer à porter le projet puisqu'on avançait quand même bien dans le projet. Donc on a créé une association, l'association Saint-Gantéol, en janvier 2018. Et donc c'est eux qui ont pris le relais avec la municipalité, puisque des élus quand même étaient dans cette association. Et donc ensuite on a eu la création de la société Landizay, puisque au niveau financier et tout le reste, une association ne peut pas porter le projet. Donc la création de la société Landizay en 2019. L'association Saint-Gantéol existe toujours. Elle servira à terme à informer et puis animer un petit peu tout ce qui est autour du développement durable. Voilà, je pense que je n'oublie rien, Marc. Je ne sais pas si j'ai pris beaucoup de temps, on avait un petit quart d'heure. Donc voilà, je ne sais pas si on passe aux questions maintenant ou si on passe au projet en tant que tel tout de Non, suite. on va peut-être On continuer continue. sur la présentation et puis ça laissera suffisamment de temps pour les questions. Donc, Marc Christie, je suis premier adjoint à Saint-Ganton, nouvellement élu. Je suis aussi vice-président de Saint-Gantéol Citoyen, donc l'association qui porte et qui communique autour du projet. Alors, une des premières questions, c'est pourquoi installer un projet éolien sur un territoire. Je pense que c'est aussi né d'une réflexion qui consiste à se dire, eh bien, et si finalement chaque territoire devait participer à la transition énergétique, comment faut-il faire cette transition, comment faut-il sensibiliser les gens et comment est-ce que nous, citoyens et élus, on peut amener à produire de l'électricité et finalement aussi à sensibiliser les gens sur la consommation électrique. Donc, ce qui est particulier sur Saint-Ganton, c'est que c'est une commune qui est très petite. C'est vrai que si on veut installer des éoliennes, on a assez peu de place. On sait que voilà, il faut que ce soit à plus de 500 mètres de chaque habitation. Donc, finalement, ça nous donnait un seul emplacement possible sur le territoire. Et tant qu'à avoir un seul emplacement, autant avoir le contrôle sur cet emplacement pour se dire on a la maîtrise du projet et que c'est un projet citoyen, donc c'est un projet qui va être concerté par rapport à si on avait un industriel qui venait s'installer. Donc ça, c'était un choix important pour nous parce qu'on va se dire, OK, on installe ce projet va nous permettre à la fois de sensibiliser les gens à ces questions énergétiques, mieux produire et mieux consommer, mais aussi à créer des richesses qui sont locales. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir investir dans le projet et les retombées aussi vont être locales, ce qui n'est pas forcément le cas des projets industriels. Alors, fondamentalement, on n'avait rien contre la question des projets industriels, mais si on a un projet éolien, un seul, vu la taille du territoire, eh bien, autant qu'il profite un maximum à la commune. Donc, c'est évidemment un projet qui se veut énergétique et écologique. Alors, c'est une modalité de production, forcément, ça a des impacts. Ça, on va y revenir, mais voilà, c'est des impacts qui sont moins importants que d'autres modalités qui existent aujourd'hui. Mais surtout, ce que nous, on voyait, c'est que le projet allait permettre de faire cette sensibilisation des citoyens. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de gens en dehors d'un certain nombre de réseaux. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont très informés sur les questions de production, sur les modalités de production et sur la façon dont et sur les impacts que ces productions-là. Et le fait de mener ce projet-là, ça amène les gens aussi à s'interroger sur, eh bien, finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir mieux produire et comment est-ce qu'on va pouvoir mieux consommer. Donc, voilà un petit peu les motivations qui nous avaient conduit à mener ce projet. Et ce projet, pour présenter un peu les différentes étapes, c'est 3 phases. Alors, je pense que ça sera repris en détail par Taranis. Une première phase d'émergence où voilà, on va commencer à étudier un petit peu les différents
les différents éléments, les problématiques d'implantation. Une deuxième phase de développement, et dans cette phase de développement, l'idée c'est de mener un certain nombre d'études. On va détailler quelques-unes de ces études pour voir justement quels vont être les impacts sur l'environnement. Et puis, une fois que cette phase de développement est faite, les études sont transmises à la préfecture pour le dépôt d'une demande de permis de construction. Et lorsqu'on a l'obtention de ce permis de construction, on passe en phase 2 avec la construction effective, un coût global sur cette phase qui est d'à peu près 12 millions d'euros. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément financé par des citoyens, c'est financé par des investisseurs. Et puis, une troisième phase qui est la phase d'exploitation. Donc, en phase amont, et c'est ce qui va caractériser le projet citoyen, en phase amont, qui reste encore une phase à risque, on va demander la participation d'un certain nombre de concitoyens et d'un certain nombre de structures autour des énergies renouvelables pour rassembler suffisamment de moyens financiers et mener ce travail sur les différentes études. Donc voilà, donc une fois qu'on a ces budgets, voilà, il va nous falloir essayer de déterminer où positionner ces éoliennes dans une zone qui a été identifiée au préalable, donc une ZDE. Il faut savoir que c'est un problème multi-contraint, c'est un problème d'optimisation, parce qu'on a un certain nombre de critères à respecter. Donc, les plus évidents, ce sont les distances aux habitations, parce que c'est réglementaire. En même temps, il va falloir qu'on mette des éoliennes qui sont suffisamment hauts pour assurer un productible correct et un rendement. L'avantage de mettre des éoliennes aussi suffisamment hauts, c'est que ça permet évidemment d'éviter les problèmes d'impact avec des chiroptères et puis des oiseaux. Mais évidemment, en montant les éoliennes, ça pose aussi un certain nombre de contraintes, par exemple de co-visibilité sur des sites remarquables et puis d'impact dans le paysage. De la même manière, il faut qu'on soit suffisamment loin des routes, il faut qu'on essaye d'éviter que les pales des éoliennes survolent des haies qui sont remarquables, il faut éviter les zones humides. Donc, on a un vrai problème difficile d'optimisation. Il s'agit d'essayer de faire des compromis pour venir mettre en place les différentes éoliennes. Donc, aujourd'hui, on part vraisemblablement sur 3 éoliennes, a priori 180 mètres maximum, et une puissance de 3 mégawatts par éolienne sur notre territoire, et on arrive à converger vers une solution où on essaye de minimiser les impacts sur le territoire. Donc, mener ce projet éolien citoyen, c'est d'abord un très gros travail d'études, et ce travail d'études est essentiellement mené par l'Andisée en collaboration avec EPV, où il s'agit de faire un certain nombre d'études qui sont réglementaires, donc études environnementales, quels sont les impacts, études paysagères, en particulier par rapport aux sites remarquables à proximité, et c'est le cas des Landes de Caujou, donc il faut éviter une co-visibilité entre un certain nombre d'éléments et puis les éoliennes, des études acoustiques évidemment, et puis des études qui sont non obligatoires, mais disons fortement recommandées, qui sont les études géobiologiques, dont je pense un certain nombre de personnes ont entendu parler. L'idée, c'est d'essayer d'éviter, dans la mesure du possible, de placer des éoliennes sur des failles, parce que ce sont des zones qui vont propager des courants vagabonds, et ces courants vagabonds entrent en résonance avec des structures métalliques, souvent des exploitations, voire même des habitants. Donc là, il y a eu un important travail de notre côté, on pourra y revenir sur ces études géobiologiques. Donc il y a eu l'installation ensuite d'un mât de mesure sur une année pour évidemment prendre un certain nombre d'indicateurs quant à la force du vent, la direction du vent, et ça nous permet de dimensionner un petit peu les éoliennes. Et puis il y a évidemment tout un travail d'études techniques qui est fait avec Citawatt Développement, qui nous permet de faire ce travail de dimensionnement des éoliennes et de mesure des impacts, comme les impacts des ombres portées
sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment le côté, on fait un ensemble d'études qui vont participer à la construction du dossier. Et de l'autre côté, on a tout un travail de concertation citoyenne qui est assez important. Alors, la vraie spécificité de notre projet sur Saint-Gantéon, c'est que c'était porté par la commune et animé par l'association. Et donc, de concert, voilà, on a mené des réunions publiques d'information, des réunions thématiques sur la géobiologie, avec l'intervention de Luc Leroy, géobiologue, sur le paysage, sur l'acoustique, sur les mâts de mesure, donc avec des communications régulières dessus. Et puis, alors dans le contexte un peu spécifique du Covid, comme on ne pouvait plus se réunir, eh bien, on a mis en place des rencontres individuelles avec les riverains, c'est-à-dire à partir de la zone identifiée, on a déterminé des cercles concentriques sur les habitations et on est allé individuellement rencontrer des gens. Et c'était assez intéressant parce que les gens nous ont aussi fait ce retour qu'ils ont posé des questions qu'ils n'auraient pas forcément pu poser en public, voire même des gens qui ne se seraient jamais déplacés s'il y avait une réunion publique. Donc ça nous permettait de vraiment prendre la température par rapport au projet et puis de répondre concrètement, point par point, sur peut-être les fausses idées que les gens pouvaient avoir, mais aussi d'être assez clair sur les impacts que le projet peut avoir auprès des concitoyens. Faut être transparent. Les concitoyens, on est sur un petit territoire. C'est aussi des gens qu'on va croiser tous les jours dans la rue. Et donc, il ne faut pas qu'on change de trottoir lorsqu'on les croise. Donc, il vaut mieux être assez direct là-dessus. Et ça a très bien marché. De la même manière, on a aussi mener un certain nombre de concertations avec les différents services, donc la DDTM, la DREL et le département. Et là, il y avait un rôle fort des élus qui était voilà, de faire l'intermédiaire et d'accompagner l'association pour mener toutes ces prises de contact et ces discussions. C'est bien plus facile quand ça vient de la mairie plutôt que d'une association. Donc, il y avait un vrai rôle important sur cette tâche-là. Alors, un point très rapide juste sur la gouvernance d'un projet éolien citoyen. Donc, sur la partie droite, on a le financement collectif. Donc, on voit ici la grosse partie du financement provient des citoyens, plus de 120 000 €. Et puis, les différents acteurs, on voit que ce n'est que des acteurs qui sont locaux, donc EPV, Brez Énergie et Energive, qui sont deux sociétés d'économie mixte pilotées donc pour Brez Énergie par Bretagne, par la région Bretagne, et pour Energive par le syndicat d'électricité, SDE 35. Ensuite, Rodon Aglo, et puis Enercop Bretagne, qui est un producteur d'énergie verte. Donc ça pour la répartition financière. Et puis dans la répartition en termes de gouvernance, l'idée c'était de donner aux acteurs, aux citoyens et aux collectivités un poids très important dans les discussions. Et ce poids, il n'est pas relatif au montant investi. D'accord ? C'est simplement par collège. Donc ça, c'était intéressant parce que ça permettait de donner voilà, au moins un quart des votes aux citoyens, enfin un quart des votes aux citoyens, 22% aux collectivités avec les différentes structures, et puis les acteurs de l'énergie citoyenne et les sociétés d'économie mixte. Voilà, un petit point très rapide là sur les retours directs et indirects. C'est vrai qu'on mène un projet éolien citoyen, c'est pour qu'il y ait des retours et des retombées sur la commune. Donc, l'Andisée va générer un résultat en vendant de l'électricité. Une fois que les charges sont déduites, eh bien, il y a une partie. Alors là, j'ai mis des indications, c'est des montants estimés. Évidemment, on n'a pas une idée claire. C'est à partir des différents projets qui sont autour de nous qu'on a estimé ces montants. Il n'y a aucun engagement sur ces montants, c'est vraiment juste des indications. Mais voilà, ça vous donne une idée de la distribution, en particulier la 28 000 € qui retournent au département, à l'État, 124 000 € en termes d'impôts. Une partie de l'argent qui va être généré est là pour mener des actions d'incitation aux économies d'énergie. Donc, il y a une vraie dimension pédagogique. C'est 27 000 € par an qui vont être réservés à ces actions-là. Il y a des dividendes. Et dans l'investissement citoyen aujourd'hui, il y a à peu près 110 personnes qui ont investi pour un montant de 120 000 €.
Ça veut dire qu'en moyenne, c'est 1 200 € par personne. On voit que ce n'est pas des montants qui sont énormes investis par chacun, c'est vraiment des gens qui croient localement au projet. Donc, des dividendes qui sont reversés, forcément, ça crée une richesse dans la commune. Il y a des loyers qui sont également reversés aux propriétaires des terrains et puis des taxes locales qui viennent financer des projets pour la commune, pour la Comcom également, et pour le département. Donc, ça, c'est le montant total des taxes locales. Ensuite, c'est redistribué entre les différents acteurs impliqués. Donc voilà, donc juste pour terminer cette présentation et laisser vraiment du temps aux questions, ce qui nous a paru important, c'était de souligner l'importance pour nous de conserver la main sur le projet. C'est vrai qu'on voit un certain nombre de projets éoliens pilotés par des industriels qui rencontrent des difficultés. Tout le monde a entendu parler du parc des 4 seigneurs, avec des difficultés à arrêter le projet. Là, le fait que la commune soit impliquée, que les habitants soient impliqués, on va avoir un retour très direct s'il y a des difficultés et on pourra stopper, réduire ou en tout cas contrôler la production énergétique. Un deuxième aspect qui est très important pour nous, c'était celui de la concertation. Le projet s'est étalé sur suffisamment longtemps aussi. Les gens ont été informés depuis très longtemps et on a vraiment pris le temps d'aller à la rencontre des gens pour avoir leur retour concret, pour présenter, pour expliquer, pour rassurer et pour être également très clair sur les impacts. Alors, est-ce que c'est une expérience transposable? C'est un peu l'enjeu de la présentation aujourd'hui. C'est clair que oui. Il faut des élus qui sont convaincus parce qu'on a rencontré un certain nombre de mairies également à qui on a présenté le projet et voilà où il peut y avoir un clivage et c'est sans doute plus difficile à mener dans ce cas-là. Il faut également des habitants qui s'impliquent. La commune seule, c'est assez difficile, donc il faut pouvoir fédérer un groupe autour des gens. Et puis, on a des structures qui sont très compétentes, qui sont très pointues, donc EPV et Citawatt, qui accompagnent le projet et c'est un vrai bonheur de travailler avec eux. Donc voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, Fabienne et moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci en tout cas pour cette présentation bien complète. Moi, j'ai déjà une première petite question juste pour que vous nous rappeliez là où vous en êtes en fait actuellement, au jour d'aujourd'hui, là. Où est-ce qu'on en est en phase de développement et les prochaines échéances, puisque a priori on est dans… Voilà, si vous pouvez juste positionner. Oui, très bien. Donc, on va prévoir le dépôt du permis au courant de l'été. Donc, on est dans la fin de la mobilisation financière. On a déjà rempli notre objectif qui était de 120 000 €. Donc, on va même aller au-delà. Ensuite, donc, un dépôt, il faut faire des dépôts du dossier dans les mairies avoisinantes. Donc, celles qui sont dans un rayon de 6 km à partir de la position des éoliennes. Donc, ça sera fait mi-juin, mi-juillet, dépôt du dossier. Et puis ensuite, voilà, étude du dossier. Et puis, voilà, traitement des recours si jamais il y a des recours. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas trop si on va avoir des recours justement sur ce projet, mais en tout cas, on n'a pas d'opposition structurée aujourd'hui. On n'a pas d'association qui s'est montée contre le projet. Je pense que parce qu'on fait cet effort de discussion avec les gens, on n'a pas cette opposition-là. Voilà, ça ne me dit rien pour la suite, mais c'est plutôt bien parti. Très bien. Merci. Alors, j'en ai profité pour partager sur le chat le lien vers le site internet de l'association Saint-Gantéol, qui reprend beaucoup les éléments, qui présente bien le projet, donc qui est en complément d'information. Est-ce que parmi les participants, vous avez des questions pour expliciter un peu ce projet-là ou… Voilà, je vous invite à poser vos questions, peut-être à prendre la parole directement si vous le souhaitez. C'était tellement clair. C'était trop clair. Ça vous laisse dubitatif ou ça vous encourage ou voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour, Kétique Necarde-Guillaume, commune de Mouais. Je me permets de poser une question qui n'est pas forcément sur
ce site-là, bien sûr. Nous, effectivement, nous avons visité le site des Quatre Seigneurs. Ça pose vraiment beaucoup de problèmes chez nous. C'est-à-dire que tout projet éolien, surtout citoyen, est contré par un groupe d'opposants. Et ça nous paraît vraiment difficile aujourd'hui de continuer ce type de projet. En visitant la ferme, une des fermes des Quatre Seigneurs, et il y a effectivement énormément de problèmes. Alors, bon, c'est sûrement géobiologique, mais bon, il y a d'autres données aussi. Il y a les aimants qui par frottement, qui envoient des petites poussières aimantées, donc qu'on peut retrouver dans les cheveux des habitants et sur les toitures, etc. Il y a aussi les infrasons. Enfin, il y a plusieurs problèmes différents, ce qui fait que ces fermes ont perdu la moitié de leur production laitière, avec des animaux qui ne grossissent pas, qui meurent de crise cardiaque, qui ne veulent plus aller à la traite. Il y a des espaces qui sont… Excusez-moi, Kitty. Du coup, la question que vous vous posez, en fait… non, mais c'est juste parce que c'est vrai qu'on a une situation qui est particulière avec ce parc éolien. Voilà, l'idée, c'est pas ici de faire forcément le débat de l'éolien, mais plus, effectivement, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir voilà, quelle est votre question. Est-ce que c'est… et je pense que notamment les études géobiologiques, je pense, voilà, en tout cas répondre, mais voilà, peut-être plus. Alors, les études géobiologiques, il y en a eu sur d'autres espaces aussi. Ça n'a pas empêché à un certain moment d'avoir quand même ces problèmes-là. C'est-à-dire que même si on évite certains sites, il y a un moment donné, la production, alors ça dépend des câbles, enfin, il y a plein de choses différentes. Enfin bref, nous, comment on fait du coup? Alors, je comprends bien hein, l'implication citoyenne et tout ça, mais systématiquement, il y a des groupes d'opposition qui s'installent. Nous, comment on fait pour… parce qu'on se posait la question sur Mouais, et ça nous paraît compliqué. Est-ce que vous avez des ficelles pour nous dire comment expliquer aux habitants, comment on travaillait effectivement pour refaire venir des éoliennes sur notre territoire, quoi. Okay, merci. On a bien conscience de ce sujet-là. On veut juste à la fois contenir le sujet, même si voilà, on voit bien, mais peut-être qu'effectivement d'expliciter un petit peu ce qui a été fait quand même autour des études de géobiologie et notamment des études un peu amont pour avoir des mesures de référence aussi pour pouvoir mesurer les choses. Peut-être vous voulez répondre? Oui, Fabienne, je prends la… Oui, vas-y, ouais. Ouais, je prends la main. Donc, effectivement, la question est apparue assez rapidement pour nous parce qu'on a également des exploitants dans la zone et il faut savoir que les exploitants avaient déjà l'habitude avant les projets éoliens de faire appel à des géobiologues pour analyser des problèmes qui pouvaient se poser quant à la transmission de courants vagabonds parce que les structures aujourd'hui sont métalliques alors qu'elles étaient plutôt en bois auparavant. Et qu'à partir du moment où on a un courant, et bien forcément, un courant électrique, surtout c'est souvent du voltage important, c'est 380 volts là, sur beaucoup des installations, il y avait ces soucis-là. Donc les gens avaient déjà cette habitude, en tout cas les agriculteurs, les exploitants, d'aller vers la géobiologie. Et en fait, ça s'est rapidement imposé à nous. Et ce qu'on avait proposé, nous, c'est de mettre en place une méthodologie concertée. Et donc, c'est une méthodologie qui a été co-conçue avec Luc Leroy, qui est géobiologue, avec vraiment 3 étapes, en se disant, avant l'implantation, on va déjà faire une étude détaillée. Donc, ça se fait avec une étude en utilisant un GPS qui est précis au centimètre. D'accord ? Donc, ils sont capables de déterminer quelles sont les failles, quelle est la largeur des failles, où elles sont positionnées les unes par rapport aux autres. Et donc, ça, c'est prédéterminant pour ne pas installer des éoliennes sur ces failles-là. Ensuite, ce que Luc Leroy a proposé, c'est pendant l'installation, en fait, c'est de faire un certain nombre de recommandations sur le type de béton, sur la façon dont les bétons sont installés, pour éviter des transmissions d'ondes entre le béton et vers les failles. Et puis enfin, après la construction, donc c'est pour ça qu'on va faire un état des lieux avant, un point zéro, vraiment avant, et après la construction,
c'est d'essayer dans des rayons, alors il faut déterminer effectivement dans quel rayon, mais dans un rayon au moins de 1 km autour des éoliennes, c'est essayer de déterminer, eh bien, est-ce qu'il y a des impacts sur ces habitations, quels sont ces impacts et quelles mesures compensatoires peuvent être prises. D'accord. Et dans beaucoup de cas, en tout cas, ce que nous relate Luc Leroy, mais c'est aussi des articles qu'on trouve sur Ouest France, dans beaucoup de cas, ils arrivent à mettre en place des mesures de compensation qui vont éliminer les difficultés dues à la transmission de courants vagabonds. Alors effectivement, il y a d'autres problèmes comme les aimants. Ça, c'est des questions de génération aussi d'éoliennes. Donc, avec les nouvelles technologies, voilà, ils sont au fur et à mesure conscients. C'est un problème scientifique et technologique, ça évolue. Et avec l'évolution des technologies, ils sont conscients de ça. De la même manière qu'aujourd'hui, sur la plupart des éoliennes, il y a des petits pinceaux qui sont installés sur les ailes pour réduire le bruit. Voilà, la technologie avance et donc les impacts peuvent être réduits. Merci de ces éléments de réponse, sans forcément être en capacité de répondre à tous les questionnements qui se posent. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut, en tout cas, peut-être se prémunir, positionner en amont. Et, voilà. Alors, et ça, juste pour compléter, cette méthodologie-là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on la porte et on va la présenter aux gens, en particulier aux exploitants qui sont autour du projet. Et ça, c'est de nature à rassurer les gens sur ces questions-là. Donc, c'est peut-être une façon de faire sans se mettre au conflit directement avec les personnes qui sont contre le projet. C'est d'essayer de rencontrer les habitants, les exploitants un par un, en leur disant voilà ce qu'on essaye de faire. On est conscient qu'il y a des impacts, mais il y a peut-être des moyens de les contourner. Ok, merci. Alors, moi, a priori, je ne sais pas s'il y avait des questions sur le témoignage. Oui. J'avais juste une petite réflexion par rapport à ce qui vient d'être échangé. Alors, à titre professionnel, je suis vétérinaire au groupement de défense sanitaire. Donc, on est très souvent confronté à des problématiques en élevage liées à des courants vagabonds. Je vais le mettre en guillemets un petit peu exprès parce que on a des problématiques qui sont souvent beaucoup plus complexes que cela. On a des élevages qui, certes, sont à côté d'une éolienne, certes, sont à côté d'une ligne haute tension, qui, certes, ont des structures métalliques. Avant d'aller dans la finesse de rechercher des courants dans les sols, bien souvent, on voit que ces installations sont abîmées, les mises à la terre ne sont plus bonnes ou n'ont jamais été installées correctement. Après, oui, éventuellement, on peut avoir l'éolienne à 500 mètres qui a un effet qui n'est pas forcément facilement mesurable scientifiquement. Quand on se penche sur ces cas-là, il y a beaucoup de cas. Quand on a géré l'alimentation, géré la conduite d'élevage, géré la zootechnie, géré l'hygiène, déjà, ça va beaucoup mieux. Donc, je resterai un petit peu prudent sur ce qui peut être dit. Alors, c'est très, très bien ce qui est fait, les études, l'approche géobiologique. D'une manière générale, déjà, le passage d'un électricien, ça règle souvent pas mal de problèmes. Mais je reste très vigilant sur la conclusion un peu directe. Voilà, j'ai une éolienne à proximité, donc mes problèmes d'élevage sont liés à ça. On ne peut pas en conclure de manière aussi catégorique. Voilà, c'était juste un petit aparté. Ouais. C'est bien pour ça qu'on fait bien des études aujourd'hui, point zéro, comme le disait Marc, pour voir comment l'élevage était avant et donc après, voilà, pour bien comprendre que ce n'est pas forcément les éoliennes qui ont apporté des difficultés sur l'élevage ou sur autre. Oui, merci. Et puis juste on va, pour conclure, je vous laisse le mot de la fin, mais puis du coup, on va passer au second témoignage. Non, mais du coup, on aura l'occasion peut-être d'en rééchanger sur la troisième partie. Oui, pour répondre aussi à la première question, par exemple, à Avessac, ils ont la mairie, lorsqu'elle a pris la décision d'installer des éoliennes, elle a mis une distance à 700 mètres des habitations. C'est-à-dire qu'ils ont pris des recommandations qui étaient plus strictes que la régulation. Donc, c'est aussi une façon peut-être de réduire des tensions qu'on pourrait avoir sur l'installation d'un projet, lorsque c'est possible. Oui, bien sûr. Non, c'est intéressant. Merci pour votre témoignage. Je vous laisse du coup peut-être arrêter votre partage d'écran
Et du coup, je vais proposer à Éric Bréhin s'il veut bien prendre la suite. Donc, Éric Bréhin, adjoint à Trémargat et VP à l'environnement de la communauté de communes du Creuse-Bréz, qui va nous présenter voilà, ce qui a été fait au niveau de la communauté de communes, cette société de projet créée pour accompagner les projets éoliens. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire assez court, peut-être pour plutôt laisser la place à des questions ensuite, d'autant que je m'excuse, mais je vais devoir en fait partir un peu après 11h30, donc je ne serai pas avec vous jusqu'au bout, parce que j'ai un autre rendez-vous. Donc, je vais essayer de vous présenter ça assez vite. La CCKB, donc, c'est la communauté de communes du Creuse-Bréz. Je vais essayer de vous partager mon écran pour que vous voyez le diapo. Voilà, ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne? Ouais, d'accord. Donc, la communauté de communes du Creuse-Bréz, donc c'est une communauté de communes qui regroupe 23 communes, où il y a un petit peu plus de 18 000 habitants. Et c'est une communauté de communes qui avait été, je vais l'expliquer un petit peu plus en détail tout à l'heure, assez volontariste sur la question de la prise de compétences production d'énergie, qui est une compétence qu'elle a prise en 2004 et qui ensuite, pendant un certain temps, est une compétence qui est un petit peu tombée en sommeil et qu'on a réactivée au cours du dernier mandat. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on a fait à partir des diapos. Vous les voyez? Ouais. D'accord, c'est bon. Donc, je vais faire ça en 3 temps. Je vais d'abord présenter là où on en est aujourd'hui, la situation actuelle. Je reviendrai un petit peu sur comment on en est arrivé là dans la deuxième partie. Et puis, je présenterai quelques-uns des choix qu'on va être amené à faire probablement au cours de l'année 2021, où il va y avoir des choix à faire au niveau de la CCKB sur la question de l'éolien. Donc, la situation actuelle, c'est qu'on a abouti, après plusieurs années de travail, à créer une SAS donc, qui s'appelle RKB, Énergie renouvelable du Creuse-Bréz. Donc, il y a une SAS qui, pour l'instant, est à actionnaire unique, puisqu'il n'y a que la CCKB pour le moment qui est au capital de cette SAS. Et elle est présente dans 4 projets éoliens à des niveaux différents. Donc, il y a un projet, d'ailleurs, qui est situé sur la commune de Kergris-Moellou, dont on a vu 2 élus tout à l'heure, qui est un projet dans lequel la CCKB est partie prenante à hauteur de 30%. Elle a été depuis la phase de développement. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est le plus avancé de nos 4 projets, puisqu'il est en début de construction. On a une participation dans un second projet qui est sur plusieurs communes dans lequel la CCKB est partenaire à hauteur de 25%, qui est un projet qui est en fin de phase de développement, qui en fait a même été autorisé, mais qui éventuellement est dans la phase où il peut encore faire l'objet de recours. Et puis on est partenaire de manière plus minoritaire dans 2 autres projets à hauteur respectivement de 5 et 8%. Donc ça, c'est la situation actuelle qui a vocation à changer, puisque la CCKB, évidemment, a vocation à ouvrir son capital dans RKB à d'autres participants, notamment les habitants du territoire, mais aussi d'autres acteurs dans des montages un petit peu comme celui qu'on a vu à Saint-Ganton. On a pris un certain nombre de contacts, notamment pour avoir des partenariats auprès de sociétés d'économie mixte, par exemple, mais il y a notamment la volonté centrale d'ouvrir le capital aux habitants qui souhaiteraient investir dans ces projets.
Et évidemment, là, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit parce que ça a été très bien expliqué et développé dans l'exemple de Saint-Ganton. L'idée, évidemment, c'est de faire en sorte qu'il y ait des retombées sur le territoire, puisque les projets qui s'étaient faits jusqu'à présent, jusqu'à ce que la CCKB s'investisse, étaient des projets dont les retombées étaient plutôt en dehors du territoire. On constate effectivement dans l'éolien que souvent les profits reviennent aux actionnaires qui ne sont pas du tout dans les schémas classiques habitants du territoire. Et donc finalement, en dehors des retombées fiscales qui existent quand même, qui ne sont pas complètement négligeables, et en dehors des retombées pour les propriétaires des terrains, il y a relativement peu de retombées habituellement. Et donc, évidemment, l'idée en investissant dès la phase de développement, c'est de bénéficier de la valorisation de ces projets et de faire en sorte que une partie au moins des bénéfices engendrés reviennent soit aux collectivités, soit aux habitants. Alors, comment on en est arrivé là ? On n'est pas dans la même démarche que celle qui a été faite à Saint-Ganton, puisque en fait, c'est une démarche qui a été définie à partir des opportunités qui se présentaient. Dans un premier temps, il y a eu dans les années 2000, et là il faut remonter assez loin, la prise de compétence par la CCKB de la production d'énergie dont je parlais tout à l'heure, et il y a eu à cette époque une volonté peut-être de participer à un projet éolien, et finalement ça ne s'est pas fait, mais en tout cas ce qui a été fait dans les années 2000, c'est effectivement la définition d'une zone de développement éolien qui a permis à des projets, mais des projets classiques, hein, des projets privés classiques, de s'implanter. Et donc, on est arrivé finalement à la situation où il y a eu quand même des projets assez importants qui se sont faits sur le territoire, 29 éoliennes, 40 mégawatts, qui se sont montés, mais par des structures classiques avec peu de retombées sur le territoire. Donc, une contribution évidemment à la transition énergétique, mais pas une contribution qui amenait vraiment à un développement local. Donc, la volonté à partir de 2014-2015, suite à la demande d'élus, de communes sur lesquelles il y avait des nouveaux projets qui s'implantaient, ça a été de dire, effectivement, notre territoire est tout à fait volontaire pour participer à la transition énergétique, mais on voudrait que ça se fasse dans des conditions un peu différentes et que les collectivités soient associées au projet, qu'elles aient au moins une information, qu'elles aient un certain droit de regard, et qu'elles puissent, si elles le souhaitent, participer au développement des projets, puisqu'on sait que dans le développement des projets, il y a une valorisation assez importante sur le plan économique. Et donc, il y a eu un groupe de travail qui s'est monté, d'abord à partir d'élus de communes concernées par des projets, qui étaient plutôt des projets d'extension d'un parc existant. Il y a un parc qui se situe à peu près au cœur du territoire de la communauté de communes, qui est un parc dans lequel il y a au total 14 éoliennes, et il y avait des projets d'extension de part et d'autre. Et là, on a monté un groupe de travail et on s'est fait accompagner par Éolienne en Pays de Vilaine, puis par Citawa Développement, pour en fait nous faire former, nous en tant qu'élus communaux et intercommunaux, pour nous informer et pour nous mettre en position effectivement de négocier avec les développeurs en leur demandant, enfin en exigeant d'eux en fait d'avoir une place à bord du projet et d'avoir un minimum de droit de regard au niveau de la gouvernance et puis d'avoir une valorisation économique de notre participation à la prise de risque. On a choisi d'abord des projets dans lesquels il s'agissait plutôt, comme je le disais, d'étendre des parcs existants. Ça nous paraissait être les projets sans doute les plus acceptables et ils étaient implantés dans les communes dans lesquelles effectivement les conseils municipaux en place étaient favorables. Donc ça nous a paru être des conditions assez idéales pour démarrer. Donc, effectivement, on a atteint des premiers résultats après quand même de nombreux mois de travail et pas mal de journées de formation. Et les négociations avec les développeurs ont porté leurs fruits puisque, effectivement, on a, sur les 2 projets sur lesquels on s'est focalisé, on a obtenu des taux de participation de 25 et 30% avec
des mises de fonds relativement réduites, hein, c'est-à-dire que les apports en capital de la collectivité ont été assez significativement valorisés dans les négociations. Et en fait, en apportant moins de 25% et moins de 30% dans le capital de ces projets, on a obtenu quand même ces montants-là, donc ce qui fait qu'on est copropriétaire de ces projets et qu'on s'est aussi réservé la possibilité soit d'y rester en phase construction, ou soit au contraire de les revendre avec différentes possibilités intermédiaires sur lesquelles je passe. Donc, aujourd'hui, on est dans la situation où il va y avoir beaucoup de choix à faire, puisque finalement, ces choix qui ont été faits jusqu'ici se sont faits par opportunité. On a souhaité s'intéresser au sujet, soutenir ces projets, on a souhaité monter en compétences, on a monté donc une structure dédiée qui est un petit peu le bras armé de la collectivité pour participer à ces projets, mais ça ne fait pas une politique globale en fait, hein. Et on en arrive aujourd'hui en 2021 avec des nouveaux élus, un nouveau conseil communautaire, des nouveaux élus communaux, et on démarre un groupe de travail. Donc la première réunion va avoir lieu au début mai, dont l'objectif va être d'essayer de proposer une politique plus globale sur l'éolien. Donc, qui peut être un schéma de relation avec les développeurs, qui peut être éventuellement développer un projet ou des projets en propre, un petit peu comme ce qui se fait à Saint-Ganton, par exemple. Ça peut être aussi soutenir une démarche de citoyens qui souhaiteraient avoir leur propre projet et que la collectivité accompagnerait. Ça peut être éventuellement continuer un peu comme on a fait à soutenir des projets qui sont des projets classiques, hein, des projets industriels classiques dans lesquels on peut prendre place. En fait, cette politique plus globale, elle reste à définir. Elle reste à définir aussi sur le plan géographique, c'est-à-dire que les zones de développement éolien qui avaient été définies, aujourd'hui, elles existent toujours sur le papier, mais en revanche, sur le plan juridique, en fait, elles n'ont plus de valeur. Depuis 2013, ces zones ne sont plus opposables. Et il y a aussi une démarche à faire de réflexion sur jusqu'où on va dans le domaine de l'éolien. Il y a des phénomènes de saturation qui peuvent apparaître. Et donc, il y a la nécessité aussi de prendre en compte ce paramètre-là en lien avec les habitants et en lien avec les élus communaux. Donc, on en est à ce point où on est monté en compétence. On a des participations assez importantes. Il y aura des dividendes assez intéressants qui vont revenir, mais qu'est-ce qu'on en fait à partir de là? Donc, j'ai déjà commencé un petit peu à aborder une autre question qui va se poser. Quelle place pour les citoyens? Donc, une place minimum, ça nous paraît être d'ouvrir le capital pour permettre effectivement à ceux qui le souhaiteront d'investir dans ces projets. Mais j'ai déjà tracé des pistes pour effectivement aller vers des projets plus ambitieux sur le plan citoyen. On pourrait imaginer effectivement que la collectivité soutienne éventuellement des groupes de citoyens s'ils s'en montaient. C'est aussi quelque chose qui est ouvert. On a aussi la question des usages des retombées économiques. Il faudra sans doute trouver un équilibre entre peut-être le réinvestissement dans d'autres projets, le fait pour notre collectivité d'utiliser ces dividendes pour soutenir, par exemple, des efforts dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments. On pourrait imaginer que ça vienne financer des travaux des citoyens, des habitants du territoire qui souhaiteraient en faire. On peut imaginer que ça vienne aussi financer d'autres politiques communautaires, pourquoi pas. En tout cas, il y aura des choix importants à faire dans ce domaine. On peut imaginer aussi qu'une partie des retombées viennent soutenir le développement des énergies renouvelables au sens large, et pas forcément que de l'éolien. On a commencé à s'intéresser aussi à du photovoltaïque.
Donc voilà, on est face à des choix politiques. Après plusieurs années de travail où on a un petit peu essuyé les plâtres dans un environnement législatif et qui était assez évolutif, on a tout ce chantier devant nous. Et donc, pour terminer cette présentation, je voulais poser deux questions et commencer à apporter des éléments de réponse. Il y a une chose qui me paraît importante sur les énergies renouvelables dans les territoires, c'est que parfois on le voit juste comme un changement de source d'énergie, hein. Donc on passe du fossile à des énergies renouvelables. En fait, dans l'exemple de Saint-Ganton ou dans d'autres exemples, on voit que finalement, c'est un changement plus global que ça, puisque c'est pas seulement la source d'énergie qui change, mais on voit que les sources vont être beaucoup plus disséminées sur le territoire. Et on voit que finalement, quand on passe de sources centralisées et extérieures au territoire à des sources qui viennent du territoire lui-même, eh bien, ça permet l'implication des habitants, ça permet l'implication des collectivités, ça permet des retombées économiques, ça permet de lancer une dynamique de développement local. Donc, on n'est pas seulement à mon avis, dans un changement de source d'énergie, mais dans quelque chose de beaucoup plus large que ça. Une autre question qui se pose, c'est aussi de savoir si l'intercommunalité, est-ce que finalement, est-ce que c'est une échelle pertinente en matière de politique de développement de l'éolien? Il y a des éléments qui montrent que ce n'est pas forcément le cas, puisque l'intervention, elle tombe à point nommé, l'intervention qui a précédé la mienne, elle montre que finalement, une commune, avec l'appui d'une autre et puis d'autres partenaires, peut définir sa propre politique. Cette commune, ses élus sont au plus proche du terrain, ils sont au plus proches des habitants, et finalement, on peut se dire que l'échelle communale, c'est une échelle assez intéressante. C'est vraiment l'échelle de proximité qui permet ça a été décrit, d'accompagner en fait cette transition au plus près des habitants. L'intercommunalité a d'autres atouts, notamment en termes de schéma global. Si on arrive à définir un schéma global, ça permet au niveau d'un paysage, c'est pas un paysage en général qui n'est que communal, on a des points de vue qui sont beaucoup plus larges que ça, et le fait d'avoir une vision intercommunale permet d'avoir une vision un petit peu plus globale sur la question paysagère. Et puis sur le plan économique, l'avantage du travail à l'échelle intercommunale, c'est qu'on peut mutualiser les risques. Donc si on développe plusieurs projets en parallèle, effectivement, on peut toujours avoir un projet qui échoue. S'il échoue, c'est pas très grave s'il y en a 2 ou 3 autres qui, en parallèle, sur le plan économique, peuvent compenser les pertes. Donc, voilà, il y a quelques points positifs côté intercommunalité, mais évidemment, le risque, c'est éventuellement d'être un petit peu trop éloigné des habitants, et c'est ça qui fait qu'on essaie de travailler en lien étroit avec chacune des communes concernées. Voilà, donc j'en ai terminé, et si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci beaucoup pour cette présentation qui était bien claire aussi, et puis qui donne effectivement un point de vue au niveau du niveau de l'agglomération, et c'est assez intéressant. Je ne sais pas si certaines personnes dans la salle auraient des questions, ou je sais qu'on a une interco aussi dans la salle, peut-être justement, voilà, ça peut être l'occasion d'échanger ou de poser un peu une question au regard de cette position d'intercommunalité, notamment, comme le précisait Eric tout à l'heure, comme il va devoir nous quitter à 11h30, ça peut être le moment peut-être d'en échanger. Je m'excuse Amandine, je te décale peut-être un tout petit peu, mais voilà, je me disais, Madame Delangue, peut-être si vous aviez, voilà, si vous souhaitiez prendre la parole. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme intervention, et surtout la dernière question, là, ça m'apporte certaines réponses quand même par rapport au rôle de l'intercommunalité sur ce type de projet. Je vois qu'il y a du pour et il y a du contre, et c'est vrai que nous, on se pose des questions. Est-ce qu'on intervient au niveau des communes
ou est-ce qu'on laisse les communes gérer leurs projets? C'est une grosse question. Mais non, j'ai trouvé l'intervention très intéressante, en tout cas pour moi. Alors, est-ce que vous aviez des questions peut-être complémentaires sur ce projet? Oui, Dominique Ramard, si vous souhaitez intervenir, je vous laisse prendre la parole. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, donc en fait, je suis maire de Saint-Juvat et donc c'est ma commune qui est adhérente à Brudette, ce qui explique ma présence aujourd'hui, d'autant qu'un projet éolien est en cours de développement. Mais je suis également président du syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor qui s'intéresse aux énergies renouvelables et à l'éolien en particulier. Donc, on a déjà eu de nombreux échanges avec Éric Bréhin concernant la politique en cours sur la petite commune du Kreisbreizh. C'était juste pour… Ah, on vous a perdu. À partir de juste, on vous a perdu. Je reviens. Ok, voilà. Ça y est, on vous entend. Un petit problème de débit Internet, sans doute. Voilà. Oui, j'ai un message, ma connexion Internet est instable. D'accord. Voilà. Mais sinon, peut-être même si c'est moins convivial, peut-être si vous pouvez couper. Voilà. Voilà. Donc, je souhaitais préciser peut-être l'implication. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui, par contre, parce que ça… Alors, donc, le syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor a créé une société d'économie mixte, donc Énergie 22, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et cette société peut intervenir financièrement donc, aux côtés des territoires, aux côtés des développeurs de projets dans le financement des projets éoliens ou photovoltaïques principalement. Donc là, c'est un des volets, mais pour moi aujourd'hui, en termes d'intervention des collectivités, le plus important, c'est vraiment de favoriser un ancrage local, territorial des projets éoliens. Et donc, de fait, ça commence par la commune ou les communes d'implantation des projets éoliens. S'il n'y a pas une implication donc, à la base des projets de la part des communes qui pourraient accueillir un projet, c'est compliqué après de travailler à l'acceptation et à la bonne articulation des positionnements, et notamment dans la phase de concertation autour du projet. Par contre, être seul en tant que maire face à ce type de projet et souvent face aux oppositions qui peuvent naître, ça mérite que quand même il y ait une politique intercommunale qui puisse voir le jour, notamment dans le cadre des plans climat, air, énergie territoriaux, de façon à bien montrer quelle est la trajectoire que le territoire souhaite avoir en termes de développement d'énergie renouvelable et même énergie renouvelable par énergie renouvelable. De façon à dire, par exemple, sur tel territoire, on a besoin de 50 mégawatts de production éolienne, et on définit des emplacements susceptibles d'accueillir ces 50 mégawatts. Et après, en fonction des développeurs, en fonction aussi de l'envie des communes de pouvoir s'inscrire dans cette politique, la trajectoire se met en œuvre et de fait, le projet peut être accepté. Et donc, on voit l'articulation qui peut en fait se mettre en place entre le niveau communal et le niveau intercommunal. Parfois aussi, le niveau d'une seule intercommunalité n'est pas suffisant, notamment quand on essaye de regarder comment, entre production et consommation, on va aller vers une forme d'autonomie énergétique du territoire. Et 50 mégawatts d'éolien, pour des petites intercommunalités, ça dépasse en fait la consommation électrique d'un territoire. Donc, il est peut-être pertinent aussi de se dire qu'on va pouvoir contribuer à la fourniture éolienne des territoires voisins. Surtout quand les territoires voisins n'ont pas forcément une capacité à accueillir des éoliennes parce qu'ils peuvent se trouver avec un habitat plus limité ou plus dense. Et donc, il est bon aussi de penser des formes de contrats de réciprocité entre territoires. Et je pense notamment que là, il y a un bel enjeu aussi de solidarité entre territoires ruraux et territoires urbains. Et on voit donc que la dimension territoriale, elle peut être multiple, communale pour sans doute l'ancrage, intercommunal pour la trajectoire dans le cadre des plans climat et énergie territoriaux et supra donc intercommunal de façon à se dire que l'énergie c'est aussi une question de solidarité. Oui, tout à fait, c'est très intéressant effectivement de pas l'envisager non plus seulement au sein d'un seul et même territoire effectivement.
Est-ce qu'on a d'autres interventions ou est-ce que peut-être, Eric, vous souhaitiez… voilà. Oui, juste pour rebondir un petit peu sur ce que disait Dominique, effectivement, l'ancrage communal, il est absolument déterminant. C'est-à-dire que nous, au niveau de la CCKB, tout ce qu'on a fait, ça a été en fait d'accompagner des volontés communales au départ. Et s'il y a une politique intercommunale qui a commencé à se définir, c'est bien à partir des communes. Et donc, dans la seconde phase de définition d'une politique plus globale, c'est quelque chose qui va devoir aussi émaner des communes. Et ce qui fait que, d'ailleurs, c'est un travail assez difficile. C'est stimulant, mais c'est sans doute un travail assez difficile. Et l'autre chose aussi qui rebondit sur ce que disait Dominique, c'est que effectivement, au niveau de la CCKB, en fait, nous, on a passé un contrat de partenariat alors qui s'est trouvé être en dehors de notre département, puisqu'il s'est noué avec Brest Métropole à partir du contrat que le pays Centre-Ouest Bretagne a avec Brest Métropole. Et du coup, Brest Métropole, qui est un territoire sur lequel ce serait beaucoup plus compliqué d'installer des éoliennes, soutient indirectement financièrement en fait une partie d'un poste d'un agent de la CCKB qui est dédié au développement de cette politique. Et donc, on retrouve bien effectivement ce lien dont Dominique parlait et qui est le lien supra et qui déborde même du territoire de l'intercommunalité. Merci. Du coup, merci pour votre intervention et puis en tout cas pour votre participation aussi à ce webinaire. Je me permets de vous saluer maintenant si jamais vous êtes obligé de nous quitter d'ici un petit quart d'heure. Je propose à Amandine de prendre la suite et puis voilà, on pourra échanger un peu par la suite. Donc, bonjour à tous, merci pour votre participation. C'est vrai qu'on a eu 2 magnifiques interventions. Moi, ce que je vous propose, c'est de repartir un petit peu des fondements de qu'est-ce que c'est qu'un projet ENR, les différentes étapes et comment ça peut s'intégrer dans vos politiques, en effet, territoriales. Donc, je vais déjà, dans un premier temps, tenter le partage d'écran. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne. Enfin, c'est en cours c'est en cours de chargement. Voilà. D'accord. On te dira si jamais par rapport à ta connexion, si ça prend trop de bande passante, auquel cas on le partagera peut-être de notre côté parce que voilà. Ouais, j'ai coupé ma vidéo pour espérer que ça fonctionne un petit peu mieux. Oui. Alors, du coup, donc le réseau Taranis, c'est le réseau breton des énergies citoyennes. En Pays de la Loire, c'est le réseau RECI, anciennement ECPDL. Et donc, on accompagne les territoires. On a perdu l'affichage en plein écran. Là, en fait, on est sur la dernière slide. Ah, alors, je recommence. Hop. Voilà. Est-ce que là, c'est bien la première diapo que vous voyez? C'est bon. OK. Et là, si je passe à la suivante? C'est bon aussi. OK. Il y a un petit décalage dans le temps. Donc, on accompagne, du coup, c'est les 2 réseaux qui accompagnent en Bretagne et en Pays de la Loire, RECI et Taranis, les projets. Donc, là, la question est simple, c'est que voyez-vous? C'est un parc éolien. Et donc, la diapo suivante, c'est un projet citoyen qui a été fait à Bégane. C'est le premier en France qui a été initié par des citoyens dans lesquels, après, les collectivités ont été partie prenante. C'est le projet, il est dans le 56, c'est le projet de Bégane. C'était un projet de 4 éoliennes, un budget de 12 millions d'euros au total. Vous pouvez voir qu'il y a eu un emprunt bancaire d'environ 8,5 millions et des fonds propres, donc qui sont les fonds propres de la société Bégawatt qui correspondaient à 2,7 millions. Et dans ces fonds propres qui ont contribué donc à la création de la société, on avait des membres fondateurs qui étaient citoyens, on a eu des clubs d'investisseurs, donc des habitants, compris des participations, Énergie partagée qui est le mouvement national des projets citoyens. On a des collectivités qui étaient rentrées dans ce projet et quelques structures de l'ESS.
Et au niveau du financement citoyen, on a d'abord commencé par une échelle très locale, donc sur l'échelle du pays de Redon, et on a quand même des investisseurs, quelques-uns, qui vont de Nantes à Rennes, parce qu'ils avaient de la famille sur les territoires, qui connaissaient déjà historiquement ce territoire et qui ont voulu soutenir ce projet. Mais majoritairement, on a des investisseurs citoyens qui sont locaux. Juste, mais il y a quand même un point qui est important parce qu'on entend souvent parler de financement participatif et je voulais rappeler les choses. Un financement participatif, c'est on vous propose en général sur un court temps avec une forte rémunération de rentrer dans un projet d'énergie renouvelable. Souvent éolien, ça peut être méthanisation. Et donc, vous êtes là pour financer une partie de ce projet et récupérer des bénéfices. En général, le taux de rémunération est assez intéressant, mais ça s'arrête là. Vous êtes simplement financeur du projet. Et nous, ce qu'on défend, c'est ce qu'on appelle les projets citoyens, mais c'est parce qu'historiquement, les premiers projets qui avaient vu le jour étaient citoyens. Il a fallu une évolution de la législation pour que les collectivités puissent rentrer dans le financement de ces sociétés citoyennes de projets. Et donc, nous, ce qu'on aime, c'est que vous puissiez être non seulement dans le financement pour capter les bénéfices, mais également dans la gouvernance de ces projets. Parce que être dans la gouvernance de ces projets, ça veut dire être là sur le long terme. Donc, pas seulement quand le projet va être construit, mais également pendant toute la vie de l'exploitation du projet. Ça permet d'orienter le projet vers l'intérêt du territoire. Ça permet aussi de maximiser les retombées économiques sur le territoire et on l'a vu, de flécher une partie des bénéfices pour des projets locaux, des animations sur la transition énergétique ou des projets pédagogiques. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des projets qui sont faits par et pour le territoire. Et pour ça, il nous semble important d'être dans la gouvernance aussi de ces projets. Donc ça, c'était un point que je voulais aborder auprès de vous. On l'a déjà vu la semaine dernière pour ceux qui avaient suivi le projet, la présentation sur le photovoltaïque. Ce qu'on appelle un projet citoyen, c'est en fait des collectivités, des citoyens qui se réunissent et qui montent une société. Il y a besoin de créer une société qui va développer le projet d'énergie renouvelable, donc dans notre cas de l'éolien, revendre l'électricité à un fournisseur d'énergie. Cette revente d'électricité va être la source de revenus de la société et une partie de ces revenus vont soit pouvoir aller à des financements d'autres actions de transition, soit être des dividendes qui vont être versés aux actionnaires. Un point qui est important, c'est que dans ces projets, et c'est la charte de valeur du mouvement, et donc tous les projets et les collectivités qui sont adhérentes répondent au mouvement, répondent à cette charte de valeur, c'est qu'on appuie pour un ancrage local fort de ces projets. On souhaite des gouvernances qui soient démocratiques et transparentes, que tout le monde ait accès à l'information et que les pouvoirs dans les prises de décision soient justes. On a une finalité qui est non spéculative, même si on espère générer des bénéfices de ces exploitations, mais le but n'est pas simplement de faire du profit, il est aussi de voir comment on va utiliser les bénéfices générés. Ensuite, on est quand même des projets avec une exigence environnementale et un respect de l'humain qui sont forts. Et il y a une dimension pédagogique affirmée parce qu'il y a une véritable montée en compétences des acteurs locaux, tant collectivités que citoyens, dans ces projets, aussi bien sur la technologie que sur le montage de sociétés, que sur le modèle économique aussi et sur le business plan qu'on doit faire pour ce type de projet. Donc, il y a vraiment une montée en compétences des territoires. Et puis, comme je vous le disais, la majorité de nos projets œuvrent aussi pour des actions de transition énergétique, pas seulement développer des ENR, mais aussi maîtriser nos consommations. Et donc, nos projets sont aussi très fortement ancrés sur ce biais-là. Ensuite, c'était la vie d'un projet, les grandes étapes. Donc, on les a déjà abordées. Je vais juste les rappeler avec les points importants de ces grandes étapes et qu'est-ce qui est sous-tendu par ces étapes. Donc, il y a 4 phases dans la vie d'un projet. Il y a la phase d'émergence, ensuite la phase de développement, la phase de chantier et la phase d'exploitation.
N'oublions pas qu'en Bretagne, on a des éoliennes depuis de nombreuses années et que beaucoup de projets vont arriver en fin de vie et qu'il y a aussi le repowering qui peut être un enjeu pour les collectivités de se réimpliquer dans des projets qui étaient historiquement 100% privés. Donc, il y a aussi un enjeu à voir un petit peu ce qui peut se passer et quand est-ce que vous avez des parcs qui arrivent en fin de vie sur vos territoires, parce qu'il peut y avoir des enjeux intéressants pour vous là-dessous. Donc, la phase d'émergence, c'est en gros l'idée. Est-ce qu'on peut ou pas faire un projet ici dans les grandes lignes? C'est peut-on faire un projet ici? On n'a pas besoin d'être très nombreux pour cette phase d'émergence. La collectivité, les citoyens qui décident de lever, en tous les cas, de voir si tous les feux peuvent passer au vert sans trop de difficultés dans les grandes lignes du projet. C'est en général quelque chose qui nécessite peu d'argent et qui va nécessiter de vous prendre du temps, par contre. On dit que pour un projet éolien, mais c'est valable pour d'autres projets d'EnR aussi, celui qui maîtrise le foncier, maîtrise le projet parce que c'est lui qui va pouvoir choisir comment va se développer le projet. Donc pour les élus, il y a un intérêt, si ce n'est pas fait, à pourquoi pas, dans un premier temps, envoyer des courriers aux propriétaires fonciers des zones potentiellement identifiées sur votre territoire pour leur dire attention, si un développeur vient vous solliciter pour une promesse de bail, peut-être revenez vers nous parce qu'on va réfléchir à en faire un projet de territoire. Donc ça demande du temps aux élus, mais ça ne nécessite pas d'argent. La promesse de bail est un acte qui est gratuit de faire signer une promesse de bail. Donc ça peut vous prendre du temps, mais c'est intéressant parce que derrière, ça veut dire que vous gardez la main sur comment va être fait ce projet. Donc ça, c'est vraiment la phase d'émergence. Commencez à sécuriser le foncier et commencer à voir les premières études. Est-ce que ce projet serait réalisable ou pas ? Ensuite, on rentre, dans ces cas-là, si tout se passe bien, on rentre dans la phase de développement. Donc, la phase de développement, c'est la phase qui est la phase de risque. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, je vais y revenir. C'est là où vous réalisez toutes les études du projet. Si les études n'aboutissent pas, vous perdez l'argent engagé qui a été nécessaire pour mener ces études. Là, on parle de quelques centaines de milliers d'euros. Donc, potentiellement, vous pouvez perdre l'argent que vous avez investi pour mener ces études si vous n'arrivez pas à obtenir la demande d'autorisation purgée de tout recours. Donc, pour financer par contre ces études, là, il faut élargir un peu le groupe porteur et il faut aller chercher des structures sur lesquelles s'appuyer. Donc, c'est là où, en effet, il y a aussi cette notion d'échelle, de qui rentre dans le projet. C'est là où vous pouvez aller chercher vos SDE. Donc, les 4 SDE de Bretagne, des départements bretons, ont monté des SEM qui peuvent vous accompagner. Il y a aussi la SEM Braise à l'échelle régionale. Et c'est là où il y a une vraie réflexion sur les acteurs à mettre dans la boucle sur ce projet, le PCI, la collectivité. L'Union fait la force aussi dans ce type de projet. Parce que du coup, il va falloir financer les études. Si toutes les études se passent bien et donc que vous avez votre dépôt d'autorisation, votre permis, disons, qui est autorisé et purgé de tout recours, seulement à ce moment-là, vous lancez la phase de chantier. La phase de chantier, c'est la phase la plus onéreuse du projet. Une éolienne, ça vaut plusieurs millions. Donc, si vous mettez 5 éoliennes sur votre territoire, on peut facilement monter un projet qui vaut 15 millions d'euros, par exemple. Donc, c'est là où la levée de fonds va devoir être importante sur le territoire. Et donc, en général, nous, quand on fait une levée de fonds et qu'on ouvre le projet aux citoyens, on commence par l'échelle communale, puis l'échelle de l'EPCI et on voit si on élargit après encore un petit peu en fonction des besoins de levée de fonds qu'on peut avoir. Mais en général, on commence par lever ces fonds très localement et on élargit ce cercle petit à petit. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire appel du coup à l'emprunt bancaire pour cette phase-là. On va y revenir sur ce sujet-là. Et après, il y a la mise en service du projet. Donc ça, c'est le moment où on fait la fête. Mais derrière, il y a aussi l'exploitation à minima sur 20 ans. Nous, on fait nos modèles économiques sur 20 ans parce qu'on a un tarif d'achat garanti de notre électricité sur 20 ans. Donc, on fait, même si une éolienne peut vivre plus longtemps, quand on va faire nos business plans, on va les faire sur ce qu'on peut sécuriser. Donc, on va faire notre business plan sur 20 ans et pas sur 25 ans parce qu'on ne sait pas à quel tarif on nous rachètera l'électricité après 20 ans. Mais donc, du coup, il y a aussi faire vivre ce projet et faire vivre ce collectif de citoyens que vous avez mobilisé sur les 20 ans de l'exploitation de la vie du projet. Donc ça, c'était pour les grandes étapes.
Après, je voulais faire un focus sur la phase de développement. Donc, la phase de développement, c'est ce qu'on disait du coup, la phase à risque. Il y a d'abord un pré-diagnostic qui doit être fait et c'est là où vous déterminez, on l'a vu très bien avec le retour de Saint-Ganton, c'est là où vous déterminez en gros les zones d'implantation et où vous analysez le site et ses enjeux. Une fois que vous avez fait ce pré-diagnostic sur les zones d'implantation, c'est là où vous faites signer les promesses de baux, donc ce qu'on appelle la maîtrise foncière. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où vous pouvez engager plus d'argent pour réaliser les études d'impact. Et donc, c'est vraiment ces phases-là qui sont onéreuses, c'est les études de paysage, les études faune-flore, les études de vent, les études acoustiques, les études de danger. C'est une période qui dure assez longtemps parce qu'il y a, par exemple, une étude de vent. En général, on met un mât de mesure pendant 1 an et après, avec les données de vent qu'on a sur les 10 années précédentes, on va pouvoir extrapoler le vent qu'on aura sur site. Et donc, ce vent étant proportionnel aux revenus qui seront générés, cette étude, elle est importante. Mais un mât de mesure, en général, on le laisse 1 an. Donc, c'est une phase qui est assez longue. Une fois, si toutes les études se passent bien, vous déposez votre dossier et là, on rentre dans la phase de post-développement. Et donc, pendant ce temps, il y a un traitement administratif du dossier. Et votre autorisation peut être accordée. Il peut y avoir des recours dessus, voire même plusieurs, malheureusement. Et pendant cette phase de post-développement, vous ne faites pas rien. C'est là où vous continuez à travailler sur quel financement pour mes projets. Vous commencez à mobiliser les fonds auprès des collectivités, des SEM, des citoyens. Vous définissez et vous négociez avec les banques. Vous contractualisez aussi avec le développeur et avec le constructeur de la future installation. Et puis, vous commencez à travailler sur les contrats d'achat, sur les demandes de raccordement. Une fois que vous obtenez votre autorisation et qu'elle est purgée de tout recours, là, vous rentrez dans la phase de construction, qui n'est pas une phase qui est très, très longue. Voilà pour vous redonner les grandes étapes d'un projet. Et après, c'est un peu la même diapo, mais c'est pour vous rendre compte qu'il peut y avoir des moments où, dans cette phase de développement, les choses ne se passent pas bien et donc votre projet peut devoir s'arrêter. Le pré-diagnostic, vous aviez identifié des zones, au final, on se rend compte que ces zones, elles ne vont pas. Donc là, vous perdez du coup le montant des études que vous avez déjà engagées. Vous n'arrivez pas à réaliser la maîtrise foncière comme vous le souhaitez. Les études montrent qu'il y a des difficultés, qu'on ne peut pas trouver de mesures compensatoires à ces difficultés. Ça peut être des moments où s'arrête du coup votre projet. Donc l'argent qui a été investi à ce moment-là est perdu. Mais si tout se passe bien, vous avancez dans la définition des différents scénarios et puis vous arrivez à un scénario définitif. Et donc, c'est là où vous finalisez votre dossier vis-à-vis de l'administration. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'il y a un risque qui est très fort au début du projet. Et plus ça va, plus vous allez baisser ce risque en avançant dans les études de la définition du scénario du projet. Et les besoins financiers se font en parallèle de ce risque, si vous voulez. Donc, il faut bien comprendre qu'au début, quand vous investissez vraiment dans la phase de développement, vous investissez là où le risque est le plus fort et c'est là où vous avez besoin d'argent. Après, la phase de construction, on voit qu'il y a un risque qui est résiduel, mais en général, il est couvert par les assurances et c'est là où, par contre, vous avez vraiment besoin de fonds pour payer les éoliennes. Donc, c'est important cette notion de phase de développement qui est la phase à risque où l'argent investi peut être perdu. Par contre, si vous décidez d'ouvrir le projet aux citoyens en phase de construction, les risques que vous ferez courir à l'épargne citoyenne seront du coup très faibles et couverts par vos assurances. Par contre, il faut savoir qu'on a aussi des citoyens qui sont prêts à investir en phase de risque. Parce qu'il y a aussi une valorisation économique du risque financier. Si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure que des études de développement coûtaient quelques centaines de milliers d'euros. Un permis obtenu et purgé de tout recours vaut plusieurs millions d'euros parce qu'il y a une valorisation financière du risque. Et donc, plus vous rentrez tôt dans un projet, plus vous rentrez à risque, mais plus vous aurez une valorisation financière de votre investissement. Donc, il faut bien comprendre que plus vous rentrez tôt dans un projet,
plus vous rentrez à risque, mais plus il y aura une valorisation économique de l'argent que vous avez investi. Donc, et plus vous rentrez tard dans un projet, moins cette valorisation économique sera intéressante. Et donc, c'est la même chose, plus vous rentrez et plus vous avez la main sur la maîtrise foncière du projet, plus vous pouvez valoriser économiquement cette maîtrise foncière. Ensuite, pour faire un projet éolien, on l'a vu, à chaque fois, il faut créer une société dédiée. C'est ce qu'on appelle une société de projet. En anglais, on appelle ça une SPV. C'est vraiment cette société dans laquelle vont pouvoir se retrouver les collectivités, les SDE, donc collectivités communes comme EPCI, les SDE, les citoyens, le développeur aussi, qui va être dans le projet. Et c'est cette société de projet qui va aller négocier avec la banque, qui va aller négocier avec les assurances, qui va déposer le permis de construire et être en lien avec les autorités administratives. C'est cette société de projet qui va choisir le constructeur, les opérateurs, qui va faire les démarches pour la revente de l'électricité. Donc, c'est vraiment la société de projet qui porte le projet. Et vous, collectivité territoriale, vous êtes intégrés dans cette société parce que vous avez pris une prise de participation et des actions dans cette société. Et c'est la même chose pour les citoyens. Comment on finance un projet éolien? Ça, c'est aussi un point qui est important. C'est que pour financer un projet, on voit que, par exemple, 5 éoliennes, ça peut être un projet à 15 millions d'euros. Forcément, on se dit ça peut faire peur. Et moi, ma commune, on est souvent dans des territoires ruraux pour les projets éoliens, enfin, très, très majoritairement. Donc, ce n'est pas forcément des communes non plus avec des fortes capacités d'investissement. Mais du coup, pour développer un projet, il faut savoir qu'on peut aller chercher de l'emprunt bancaire. Et les banques aiment beaucoup les projets d'énergie renouvelable parce qu'on a des business plans qui sont très fiables et stables pour eux. Parce qu'une fois qu'on a déterminé quel vent on aurait, on sait aussi quels revenus vont tomber chaque année dans la société. Bien sûr, il y a une pondération sur les 20 ans de la vie du projet, mais du coup, pour les banques, c'est des projets qui sont très lisibles financièrement et donc rassurants pour elles. C'est pour ça qu'elles sont prêtes à prêter beaucoup et qu'on peut aller chercher 70-80% d'emprunts bancaires ou via des plateformes de crowdfunding si on décide que les citoyens financent de la dette du projet. Et derrière, ce qui est important, c'est d'être dans les fonds propres, donc avoir des actions dans la société, parce que c'est ces fonds propres qui vont aussi influer la gouvernance du projet. Idéalement, quand on peut réaliser et qu'une collectivité peut réaliser la maîtrise foncière du projet, on peut considérer qu'on pourra garder la prépondérance du territoire dans les prises de décision, parce que ce qui est souhaitable dans ces cas-là, quand vous pouvez faire la maîtrise foncière, c'est d'être actionnaire majoritaire et que le territoire soit actionnaire majoritaire. Citoyens, collectivités, SDE puissent être majoritaires dans les prises de décision. Ça, c'est le contexte idéal. Quand un développeur privé a déjà fait la maîtrise foncière, c'est beaucoup plus difficile et en général, le développeur privé va être l'actionnaire majoritaire. Mais par contre, on peut négocier, il faut s'entendre dans ce qu'on appelle le pacte d'actionnaires, quelles sont les décisions qui sont importantes pour nous, acteurs du territoire, et sur lesquelles on ne veut pas laisser passer. Donc, il y a une négociation et c'est important de vous faire accompagner dans la négociation pour aller non seulement négocier votre prise de participation en capital dans le projet, mais également le poids que vous aurez dans les décisions qui seront prises. Amandine, excuse-moi de t'interrompre, je vois le temps qui s'écoule. Je me dépêche, ouais, du coup. Et ouais, si tu peux terminer en 3 à 5 minutes, ça serait bien pour qu'on ait un peu de temps d'échange. Je te remercie. Je me dépêche, pas de problème. Du coup, là, c'est un peu le même graphique et le même type de modèle. Et vous voyez qu'il y a toujours la dette bancaire, la dette citoyenne type les plateformes de crowdfunding et les différents acteurs qu'on peut retrouver dans la société de projet. Historiquement, c'était que des développeurs qui portaient ces sociétés de projet. Et maintenant, ce qu'on essaye et ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un maximum d'acteurs du territoire qui soient engagés dans ces projets. Donc, c'est vraiment ce vers quoi on souhaite tendre le plus possible. Juste pour vous parler aussi du modèle économique de l'éolien, parce que l'éolien, c'est un modèle économique, si tout se passe bien et que vos études se passent correctement et que vous arrivez à pouvoir construire votre parc, le modèle économique de l'éolien est véritablement intéressant. Au début, forcément, vous investissez, à l'année N0, vous investissez, c'est tout l'argent que vous avez mis pour payer
l'installation des éoliennes. Donc, imaginons, il ne faut pas vous fier aux chiffres, il vaut mieux regarder comment fonctionnent les bâtons. Donc, au début, vous investissez par exemple vos 15 millions d'euros et donc, chaque année, la revente de l'électricité va générer des revenus qui vont rentrer dans la trésorerie de votre société. Et à un moment, vos cumuls de trésorerie vont passer du négatif, donc vous aurez remboursé votre empreinte bancaire et remboursé les différents actionnaires et vous allez pouvoir être bénéficiaire dans la production d'énergie. Donc, c'est vraiment un modèle économique qui s'envisage sur le long terme aussi, le projet éolien, et donc un investissement pour les collectivités et les citoyens qui doit s'envisager sur le long terme. Et donc, c'est vraiment à un moment, vos cumuls de trésorerie deviendront positifs et c'est là où vous générez des revenus qui seront intéressants pour les territoires. Il y a juste un dernier point quand même que j'aimerais aborder avec vous, c'est que l'intérêt de faire un projet où ce soit les territoires qui sont impliqués dans ces projets, citoyens comme collectivités, c'est que pour 1 euro qui sera investi dans ce projet, en général, les projets citoyens génèrent 2,5 euros de retombées économiques qui profitent au tissu local. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est plus que ce qu'on peut avoir avec un simple projet privé. Le petit cochon d'à côté, vous pourrez le regarder, on vous transmettra les diapos, c'est l'épargne en gros financière des Français qui sont placés et on voit que pour financer la transition énergétique, c'est le petit bout en vert qui permettrait de financer la transition énergétique. Mais pour revenir sur les retombées économiques, entre un projet citoyen où la collectivité et les citoyens sont impliqués et un projet privé, la variable d'ajustement qui fait qu'on maximise les retombées économiques sur le territoire, c'est parce que quand le territoire est impliqué dans ces projets, ils vont être attentifs à l'emploi et aux prestations locales qui vont être nécessaires pour réaliser le projet. Et il y a aussi le revenu sur l'investissement. Donc, il y a la fiscalité et les loyers seront toujours la même qu'on soit dans un projet public ou privé. Par contre, il y a vraiment des variables d'ajustement et on sait très bien que quand il y a le territoire est impliqué dans un projet, qu'on essaye de maximiser les retombées économiques sur le territoire, d'où le fait que pour 1 euro investi, ça génère 2,5 euros de retombées économiques au tissu local. Et il y a juste un dernier point, mais vous les aurez sur diapo. Vous, si vous êtes déjà impliqué dans des projets, attention, vous avez des typologies de développeurs qui sont différents. Vous avez des développeurs qui sont simplement des développeurs, donc ils vont faire les accords fonciers, ils vont développer le projet jusqu'à l'obtention des autorisations et après, ils vont revendre le projet. Donc, vous ne savez pas qui pourra faire l'exploitation de ce projet. Ensuite, vous avez des développeurs qui vont faire un projet qu'on dit clé en main. Donc, ils vont faire les accords fonciers, ils vont développer le projet et ils vont après garder, eux, la maîtrise d'œuvre sur le projet et la maintenance, mais ils vont revendre le projet entre-temps. Donc, ça coûte moins cher de racheter un projet comme ça, vu que le développeur va se rémunérer sur la maintenance et la maîtrise d'œuvre du projet. Donc, pour un territoire, ça coûte moins cher. Mais voilà, donc ça, c'est une autre typologie de développeurs. Et après, ceux qui sont les plus rassurants pour les collectivités, je trouve, c'est un développeur qui est exploitant. C'est parce que c'est aussi le même développeur qui va faire l'exploitation du parc. Donc, pour vous, c'est quand même, je trouve, rassurant de savoir que vous avez un développeur privé qui va aussi faire l'exploitation du projet parce qu'il sera là tout au long de la vie du projet. Donc, il a tout intérêt à faire que ce projet se passe bien. Et donc, la dernière typologie de développeur, c'est le développeur local, c'est vous. Et donc, vous pouvez vous faire appuyer par des bureaux d'études pour vous faire accompagner quand vous décidez de faire des projets en vous-même, exemple Saint-Ganton, et pour pouvoir être le développeur local du projet. Voilà brièvement ce que je voulais vous présenter. J'espère, Mima, ne pas avoir trop débordé. C'est intéressant, on voit bien que c'est aussi voilà, c'est des projets qui sont complexes avec différentes phases et que c'est important de détailler. De toute façon, ton support sera renvoyé avec les liens de compte rendu, donc on aura la possibilité, les uns et les autres auront la possibilité de s'en imprégner et de reprendre un peu chaque étape. Peut-être en première question, enfin aussi pour faire le lien avec ta présence et l'action de Taranis, justement, à quel moment et comment le réseau Taranis intervient auprès des collectivités ou des territoires qui
qui, au-delà de vouloir, enfin voilà, au-delà de réfléchir à un projet éolien, réfléchissent à la dimension un peu citoyenne. Comment est-ce qu'ils vous associent peut-être, voilà, juste faire un lien avec cette action, aussi bien vous, Taranis, en Bretagne, que le parallèle récit en Pays de la Loire. En Pays de la Loire. Donc, on est souvent sollicité par des collectivités où les développeurs sont là, il y en a même plusieurs, et elles ont une forte pression des développeurs sur leur territoire. Et souvent, les collectivités viennent vers nous parce qu'elles sont un petit peu désemparées vis-à-vis de toutes ces sollicitations. Donc, on a quelquefois les collectivités qui viennent directement vers nous et qui s'interrogent. Donc là, on leur explique qu'elles peuvent être partie prenante du projet et que ça a un intérêt pour elles d'être partie prenante du projet. Et on explique aussi qu'on est... Enfin, nous, on est aussi pour que les territoires et les citoyens puissent être impliqués dans ces projets. Donc, on leur propose aussi d'ouvrir ces projets au territoire. Donc, on intervient en fait à différents moments. Et après, on est vraiment là donc, pour accompagner la dynamique citoyenne. Une fois qu'on a informé la collectivité des possibilités qu'elle s'ouvrait à elle, donc dans cette première phase de sensibilisation, il faut que la collectivité se fasse accompagner par des bureaux d'études, aussi bien dans la négociation avec un développeur que dans la définition même des études qu'elle souhaite engager si elle souhaite garder la main sur ce projet. Donc là, c'est plus nous, c'est des bureaux d'études spécialisés qui font ça. Et nous, on vient après pour réfléchir avec la collectivité qui souhaite ouvrir ce projet aux citoyens, à réfléchir quelle place peuvent avoir les citoyens dans ce projet, phase de risque, pas phase de risque, et comment on les mobilise et comment on fédère un groupe qui puisse monter en compétences et intégrer le projet. Et donc, nous, on vient dans un second temps, d'abord pour une première sensibilisation des élus, pour bien comprendre les enjeux, et après, on revient dans un second temps sur la réflexion sur la place des territoires dans ces projets. Super, voilà. Merci. Alors, est-ce qu'on a des questions ou des réflexions, enfin voilà, est-ce que cette présentation suscite des réactions ou des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir? Je vous laisse éventuellement soit vous manifester via le chat ou prendre directement, vu qu'on n'est pas très nombreux, vous pouvez activer votre micro et intervenir si vous le souhaitez. Joseph Amplier, Trellebrix. Bonjour, oui. Moi, dans la présentation, on comprend bien que la phase critique, c'est le début du projet. Donc, la prise en compte des citoyens dans le territoire pour que le projet aboutisse. Je ne sais pas comment les élus peuvent aider les groupes qui se forment et peut-être quel piège à éviter dans la mise en place des choses de façon à bien appliquer les citoyens dans un territoire. Alors, peut-être, je ne sais pas, peut-être les élus de Saint-Quentin, vous souhaiteriez peut-être voilà, répondre. Enfin... Oui, sur les pièges à éviter, c'est un peu difficile. Je pense qu'il y a une vraie question d'accompagnement. C'est vrai que nous, on a eu la chance d'être suivis par EPV et soutenus par EPV. Voilà, on avait aussi des très bons contacts avec Bruded. Et seul, en tant qu'élu, ce n'est pas des choses qu'on aurait pu faire. Donc, on a ces compétences-là, il y a cette expertise-là, et je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur ces réseaux pour arriver à se poser les bonnes questions et à intégrer le projet dans le territoire. Merci. Je peux me permettre un point qui me semble important en tant qu'élu quand vous avez un projet éolien sur le territoire, c'est déjà de vous renseigner sur l'éolien. Il y a beaucoup de rumeurs sur l'éolien, il y a beaucoup de désinformation. Il y a des groupes militants éoliens qui sont maintenant très structurés avec le temps. Et donc, il faut vraiment réussir à faire la part des choses sur ces idées reçues. Parce qu'on va aussi vous solliciter. Et donc, déjà, dans un premier temps, c'est vraiment vous informer sur quels sont les vrais enjeux de l'éolien, quelles sont les rumeurs, quelles sont les choses qui ne le sont pas. On l'a bien vu tout à l'heure avec le sujet de l'exploitation agricole. Et ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est vraiment vous armer aussi pour pouvoir répondre aux questions des habitants.
Voilà. Ça me semble un des points primordiaux quand vous décidez de vous engager dans un projet comme ça. Alors, on a une question dans le chat de Bernard Guichard de Ploer sur Rance qui demande la durée de vie d'une éolienne. Alors, tu l'as peut-être un petit peu dit, Amandine, si tu veux répondre. Ouais, ça peut être une trentaine d'années. Par contre, en matière de repowering, il est possible, donc comme les tarifs d'achat garantis étaient sur 20 ans, en matière de repowering, même si l'éolienne pourrait vivre plus longtemps que 20 ans, quelquefois, certains développeurs vont faire le choix de démolir les anciennes éoliennes. La technologie s'est énormément améliorée en 20 ans. Elles produisent beaucoup mieux. Même à hauteur de mât égale, elles produisent beaucoup plus. Donc, un développeur pourrait décider de démanteler une éolienne pour en remettre une qui produit plus. Voilà. Donc, mais ça vit une trentaine d'années, une éolienne, mais certaines seront démantelées avant, simplement pour pouvoir mettre des aérogénérateurs qui produisent plus d'énergie. Merci de ta réponse. J'en ai profité aussi pour partager sur le chat un guide qui est réalisé par l'association Amorce sur l'élu et l'éolien, qui est un guide aussi très complet dans lequel vous trouverez pas mal d'éléments de réponse. Alors évidemment, c'est très complet, ça peut même faire peur, mais vous verrez, n'hésitez pas à parcourir le sommaire pour voir les sujets qui vous intéressent, mais qui peuvent vous fournir à la fois des explications et de l'argumentaire, voilà, pour vous former et à la fois faire de la pédagogie. Si on n'a pas d'autres questions pour l'instant, en tout cas, si peut-être Lydia. Okay. Oui, pardon, moi j'avais une petite interrogation, justement par rapport au rôle de chacun, là, parce que nous, on a le cas sur Fougères Agglomération où on a pas mal de développeurs et on a intégré un petit peu le SDE dans toutes ces démarches, mais je voulais voir comment vous pouvez intervenir en complémentarité avec le SDE. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en plus, que ce soit au niveau de Taranis ou de Brud'aide? Alors, pour répondre au niveau de Brud'aide, nous, ce que fait le réseau, c'est justement de la mise en lien, de la mise en réseau et du partage d'expériences. Donc, éventuellement, vous mettre en lien avec des territoires voilà, qui ont déjà œuvré en la matière. Après, voilà, si je te laisse, Amandine, répondre peut-être sur son aspect. Sur Taranis. Contrairement au SDE, nous, on n'est pas investisseurs dans ces projets. Donc, c'est vrai qu'on est un acteur complètement neutre. On est juste là pour que ces projets, les retombées économiques et sociales en fait, de ces projets soient maximisées pour le territoire. Donc, nous, on est un acteur complètement neutre et on vient pour accompagner en fait, les collectivités dans leur choix de positionnement stratégique. Donc, est-ce qu'on veut aller sur l'éolien ou pas et comment? On est là pour vous donner les éléments qui vous permettent de prendre ces décisions sur le choix de comment aller dans un projet. On vous présente tous les acteurs qui peuvent venir dans le tour de table et vous soutenir. Vous avez des fonds type Énercité qui sont des fonds faits entre Énergie Partagée et la Caisse des dépôts qui investissent en phase de risque également. Donc, on est là pour vous présenter tout le champ des possibles qui s'offrent à vous pour que vous puissiez derrière prendre la décision qui vous convient. D'accord. Voilà, nous, on est un acteur neutre là-dessus. Et par contre, derrière, on vient en soutien pour la mobilisation des citoyens quand vous ouvrez le projet au territoire. Et vous accompagnez sur cette intégration des citoyens dans le projet. D'accord. Merci Amandine. Alors, juste, je vois le temps qui avance. J'ai bien vu qu'il y a 2 questions et je vois, Madame Côté, que vous aviez une question. Je vous propose juste, parce qu'on avait invité notamment Christophe Guéret de la commune de Kergrist à nous témoigner de la situation sur son territoire, étant donné qu'il y a un projet en repowering sur son territoire. Et je voulais lui laisser un petit peu de temps de nous faire un petit retour et on reprendra vos questions. J'ai bien noté, voilà, mais pour qu'il puisse nous présenter ça, puisque c'était un exemple cité par Amandine dans la vie d'un projet. Hein, on l'a vu, on a des projets qui se développent, mais on a aussi des projets qui arrivent en fin d'exploitation. Et je pense que c'est une situation intéressante, voilà, un témoignage qui peut vous servir, parce que sur certains territoires, ça sera le cas prochainement. Merci de votre participation, puis je vous laisse peut-être nous faire un petit retour, une petite présentation voilà, de la situation. Une petite présentation assez rapide, c'est qu'en fin de compte, là, je suis nouvellement élu sur la commune de Kergrist avec une équipe toute nouvelle, et on est arrivé au moment où le parc devait être renouvelé puisqu'il a été monté en 2005 et changement de
propriétaire il y a quelques années. Donc là, maintenant, avec un EDF renouvelable qui souhaite changer les éoliennes, qui est passé de 11 éoliennes qui produisaient 19 MW à 9 éoliennes plus hautes, mais qui produiront 27 MW. C'est vrai qu'en arrivant, c'était un petit peu compliqué de prendre en charge ce type de dossier, même si l'équipe précédente avait déjà bien travaillé et posé des bases importantes pour nous. Voilà. Donc, on n'est pas parti sur du participatif parce que c'était un petit peu court de se lancer dans cette démarche-là. Du fait que EDF souhaitait pouvoir avancer sur le dossier avant décembre, parce qu'il y a des histoires de fixation de tarif, de prix de l'énergie. On a essayé de négocier au mieux d'abord sur la dimension nuisance sonore, ombre portée, voilà. Et après, on est allé sur la dimension financière. Ce qui nous importait avant tout, c'était de vraiment mettre en avant une amélioration du cadre de vie et de prendre en compte à la fois l'aspect faune-flore, nuisance sonore et lumière. Voilà. Voilà un peu. Alors, je pense que pour les projets de repowering, il faut absolument anticiper, parce qu'on voit qu'au bout de 15 ans, effectivement, la technologie a énormément avancé et que les entreprises, les industries, en tout cas, ont tout intérêt à renouveler le parc avant qu'il n'arrive comment dire oui, enfin, qui arrive en fin d'exploitation, en tout cas, fin de tarif de recharge. Voilà. Donc, mais c'est vrai que pour une équipe un petit peu nouvelle, c'est un gros chantier. Et finalement, vous nous expliquez que dans votre situation, alors effectivement, pour pouvoir intervenir en phase de financement, il en était déjà un peu trop tard vu que le projet était déjà engagé de toute façon de la part du développeur. Oui. Et puis, de votre côté, que vous ne vous étiez pas forcément organisé un peu pour permettre cet investissement-là. Donc, on voit peut-être à quel point c'est une phase peut-être à effectivement anticiper assez en amont, finalement. Oui, et puis ça veut dire aussi bloquer une partie du budget de la commune pour pouvoir investir. Et c'était pas forcément, ça freine certains autres projets aussi. Voilà, il y a des choix très rapides à faire quand on arrive, qu'on n'avait pas forcément anticipé. Et donc, vous disiez effectivement que vous aviez pu peut-être agir plus, enfin en tout cas interagir sur les phases d'études et notamment veiller à ce que les nuisances soient moindres. Vous aviez évoqué la pose de serration, donc c'est ce qui était évoqué. Les peignes. Voilà, les peignes qui sont posées en bord de pales des éoliennes pour réduire le bruit au frottement. Voilà. Les bridages peut-être à certains. Proposer des bridages. À la fois pour les ombres portées et puis pour les oiseaux, travailler sur la replantation de la haie bocagère, voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on a mis, qui ont été des éléments de négociation assez importants dans ce nouveau projet. Après, sur les conventions, c'est là où on peut travailler le passage du câble et tout ça. Ce qui fait que financièrement, en tout cas, la commune percevra davantage qu'auparavant, mais forcément, puisque la productivité du parc sera plus importante. La spécificité aussi de Kergrist, c'est que les éoliennes sont réparties sur une bonne partie de la commune, pas uniquement sur un parc rassemblé. Si je peux me permettre juste 2 points, c'est un super retour d'expérience.
Il faut savoir que les développeurs vont toujours vous mettre la pression sur le temps, sur le fait qu'ils ont besoin d'avancer vite. Et ça, que le projet soit en repowering ou en développement, il faut savoir aussi tempérer leurs attentes. C'est de toute façon des projets sur le long terme et les études sont longues, ce qui peut vous laisser le temps de vous positionner, d'interroger le PCI aussi sur comment vous voulez faire. Alors évidemment, ça dépend du team projet et après les élections, c'est aussi des périodes compliquées. Mais ça, il faut savoir que voilà, ils vont toujours vous mettre la pression sur la montre, on va dire. Et c'est là où il faut aussi pouvoir relativiser et prendre le temps de bien prendre les décisions. Et un point, moi, qui me semble intéressant aussi, c'est que même si vous ne prenez qu'une toute petite participation dans la société de projet, ça vous donne accès à la gouvernance du projet et au moins vous avez les informations sur les décisions qui sont prises. Et donc, même si la participation n'est même que symbolique parce que vous êtes une petite commune avec peu de possibilités d'investir, ne serait-ce que prendre une faible participation vous donne accès à la gouvernance du projet et donc à quelles sont les décisions prises et comment va être orienté ce projet. Et ça, je trouve quand même que c'est important aussi de pouvoir réfléchir à ce positionnement. Oui, c'est bien que tu le dises, Amandine, parce que Éric Brien, qui donc, a dû nous quitter, le signifiait aussi dans la politique d'investissement des derniers parcs, en tout cas, où il expliquait qu'autant les premiers, il y avait eu un investissement, ou en tout cas un positionnement très en amont et avec une gouvernance du coup importante, puisque voilà, ils étaient intervenus tôt avec 30% des parts en développement, mais que peut-être que en tout cas les deux parcs suivants, ils étaient intervenus de façon plus voilà, plus limité et avec cette intention-là, effectivement, d'être dans la gouvernance, pas forcément de façon significative pour infléchir forcément les choix, étant donné que le pourcentage est minime, mais pour être au courant en tant que partie prenante de la gouvernance, effectivement, être tenu au courant de la vie du projet de façon un peu plus systématique que peut-être si ce n'est pas le cas, quoi. Et ça, c'était parce que les projets étaient aussi très avancés au niveau des phases d'études, donc ils pouvaient difficilement aussi aller négocier plus. Donc c'est là où il faut vraiment réfléchir à ça. Mais c'est des sujets complexes, c'est pas facile pour les élus. Hein. Donc, alors je vois le temps qui passe. Avant que tous les participants nous quittent petit à petit, je pense juste faire un petit point sur le chat. Oui, peut-être. J'avais envie peut-être de donner la parole à Fabienne Cotet qui, voilà, peut-être sur son intervention, et tu as raison, Guillaume, peut-être après. Oui. Ouais, je vais être très courte, mais effectivement, tout à l'heure, on a parlé élus et accompagnement. Effectivement, un élu peut pas, enfin, une commune ne peut pas seule porter un tel projet au niveau technique. Enfin, on n'a pas toutes les données, mais en tout cas, il faut faire de l'information régulière aux habitants. Ça, c'est important. C'est ce qu'on a fait à Saint-Quentin depuis 2014, et on voit aujourd'hui que voilà, on arrive à régler des soucis qu'on avait peut-être avec des exploitants agricoles notamment. Qui aujourd'hui paraissent rassurés par toutes les réunions qu'on a fait, les rendez-vous même personnels, hein, puisqu'aujourd'hui, enfin individuels, puisqu'aujourd'hui avec le Covid, on ne peut pas forcément faire de réunions publiques, mais toutes ces interventions des élus et des membres de la société auprès des habitants, c'est très très important. Ça, il faut être complètement transparent là-dessus. Merci pour votre intervention. Je voulais juste peut-être ajouter un petit point un peu général, c'est qu'on part du principe, là, en discutant entre nous, d'une position a priori favorable à l'éolien. Il faut voir que dans nos conseils municipaux, dans nos conseils communautaires, aujourd'hui, il y a des élus qui sont clairement opposés à l'éolien, voire pro-nucléaire, qui ne le disent pas très clairement, mais petit à petit, quand on organise le débat, au moins les positionnements apparaissent. Et je pense qu'on a besoin de cette transparence aussi de la position des élus. Il faut dire qu'on est favorable à l'éolien, aux énergies renouvelables, et il faut dire aussi quand on s'y oppose et qu'on est favorable au nucléaire. Je pense que ce préalable est important parce que moi, personnellement, j'ai passé des fois beaucoup de temps à essayer de faire avancer un projet, et on apprend comme ça, des fois, alors que le projet est déjà engagé, que finalement, il n'y a pas unanimité et des fois même pas majorité en faveur du projet. Donc, c'est bien qu'à un moment, les choses soient dites pour éviter aussi de passer du temps alors que les oppositions sont clairement présentes. Oui, vous avez raison.
C'est un vaste sujet. Alors, effectivement, sur le chat, on avait 2 autres questions. Une question qui s'adressait à Taranis. Donc, j'ai envie de dire à monsieur, peut-être, donc c'était Serge Buchet, peut-être de se rapprocher de Taranis pour avoir peut-être plus d'informations sur le projet de Malensac. Et alors, je ne sais pas si on avait une réponse à la question des 500 mètres, mais qui reste une question peut-être un peu plus technique. On peut essayer d'y répondre dans le… Peut-être rapidement. Donc, la règle des 500 mètres des habitations est-elle valable dans les zones artisanales et industrielles? Est-ce que quelqu'un dans la salle a une réponse à cette question? Pour moi, elle est valable partout. Mais je ne suis pas plus experte dans le développement des projets, nous on vient en amont, mais pour moi, elle est valable partout. Il n'y a pas de… Je ne connais pas de dérogation à cette zone, mais je vais me renseigner et on reviendra vers vous dans le compte-rendu avec une info venant d'experts. Ouais, je pense qu'il faut regarder les textes, mais de mémoire, c'est 500 mètres pour les zones d'habitation, que ce soit des maisons individuelles ou des immeubles. Par contre, pour les bureaux, ça peut être installé plus près à partir du moment où il y a des études qui sont faites sur les ombres portées pour éviter les phénomènes stroboscopiques, c'est-à-dire le soleil voilà, qui fait des ombres portées sur les bureaux. Mais je n'ai pas une idée claire de la distance minimum On va aller vérifier, on ira vous rechercher l'info précise. Ouais. En tout cas, merci. Merci à tous. Guillaume, dans le chat, vous a partagé le lien vers l'enquête de satisfaction qu'on vous envoie toujours après un événement Brudette. Donc, je vous invite à le remplir si vous le souhaitez. Nous, ça nous aide à améliorer toujours la qualité des rencontres et le contenu et l'organisation. Donc, je vous invite à le faire. Je ne vois plus Isabelle, car je pense qu'elle avait un engagement. C'est bien les visios, mais du coup, on les enchaîne assez rapidement. Donc, elle n'est pas parmi nous. Donc, je vais vous remercier tous de votre participation. Merci aux intervenants de leur présentation qui était très complète et très enrichissante. J'espère que ces présentations ont apporté des éléments aux réflexions des participants. Il nous manquait une petite dizaine d'inscrits, mais du coup, grâce au replay, ils pourront accéder à vos témoignages, donc tant mieux. Donc, je vous remercie et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Les éléments de compte-rendu vous seront envoyés prochainement dans les prochains jours. Voilà, je vous souhaite bon projet à tous et puis à bientôt sur les rencontres Brudette. Comme on vous l'a dit précédemment, tenez-vous au courant ou allez consulter le site internet de Brudette. De nombreuses visites et rencontres auront lieu dans les prochaines semaines et on sera content, j'espère, de vous y revoir en présentiel. Voilà, très bonne journée à vous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous, merci. Merci Amandine. À bientôt.